Allez, on circule là. Et hop, hop, hop. Ah mais ça c'est Chambois, hein, ça circule beaucoup. Chambois est un village qui a vécu sur une figure pendant très longtemps, qui était celle de Paul Buquet, propriétaire d'une grande ferme, 500 hectares. Mon père était ouvrier agricole dans cette ferme. Et ma mère était femme de ménage dans cette maison qui était leur maison privée, qu'on appelait la Tourelle. Donc ma mère faisait du ménage dans cet endroit. Depuis la signature du premier contrat en 1988, Michel Onfray a écrit 17 livres. Michel Onfray, le philosophe nietzschéen de gauche. Avec Michel Onfray, donc Féerie anatomique, c'est un livre très important. L'ouvrage qu'il vient de publier chez Grasset, Esthétique du pôle Nord, ne doit pas décourager. Après une vingtaine d'ouvrages et le best-seller du traité d'athéologie, le philosophe normand se lance dans une contre-histoire de la philosophie en 6 tomes. Michel Onfray qui signe 3 livres en cette rentrée. Non, en livre et même en 10, Michel Onfray. C'est un succès triomphal, c'est 40 000 exemplaires chaque tome. Ça coûte 70 €, ça. C'est énorme. Il y a beaucoup de Français qui font leur repassage et leur ménage en écoutant la philo de Onfray. Un portrait pour France 5. France-Espagne. France 5. Ah ouais. Bonjour. C'est adorable d'être là, ça me fait tellement plaisir. Victor est perdu. Vous voulez les casseroles? Bonjour, merci. C'est gentil, hein. Vous êtes adorable, vraiment. Plaisir. C'est sympa. Les trucs à pique-nique. Bon, alors, on va ramasser tout le monde. Jean-Luc. Alain Dutournier, Jean-Luc Dabas, qui est donc mon bras droit. le patron des jardins dans la ville et organisateur de l'Université populaire d'Argentan. Bravo. Je suis la journaliste néerlandaise. Bonjour. Déjà, la gare est tout à fait convenable. Alors, c'est le grand moment, elle est toute Nous pouvons nous féliciter propre. de cette jolie gare. Et y êtes-vous pour quelque chose? Non. Alors, en Comme je revanche, sais que vous êtes il est à peu pour près beaucoup à responsable de Argentan. quasi tout ce qui se passe à Argentan. Oui, il Non, voulait être conducteur de train. oui, mais oui, voilà, c'est là que je suis venu pour faire un effectivement. Non, quand j'étais en terminale, j'ai dit je voudrais être chauffeur de train. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit passe ton bac d'abord. J'ai service bien répété militaire. à la gare. Hein, j'ai dit C'est-à-dire que c'est exactement ça. l'idée, la loco, ça veut dire partir. Non, ça voulait dire, moi je voulais que mes parents m'émancipent. Je voulais quitter chez mes parents quand j'avais 14-15 ans. Quoi. Et donc je voulais travailler. Je voulais travailler, gagner ma vie et pas dépendre d'eux. Donc voilà, et puis fils d'ouvrier agricole, une femme de ménage, on ne sait pas qu'on peut aller à l'université, on ne sait pas qu'on peut faire des études, enfin on a envie d'un travail vite quoi. Donc je suis venu là pour ça. Et puis en fait, j'ai passé mon bac, j'ai fait de la philo et je n'en suis pas sorti. Pensez. Ben, je rejoins maintenant notre invité qui va se faire un peu de pub maintenant dans cette émission. Michel Onfray, vous avez 30 ans? 30 ans. Vous êtes prof de philo? Oui. À Caen? À Caen. En Normandie? Oui. Vous n'avez donc pas d'accent? Non. Bon. Un anarchiste, il met une cravate? Mais absolument, il y a des petits poussins jaunes sur ma cravate. J'ai hésité entre ça et un nounours qui faisait du ski, mais je trouve que... Je vois qu'avec les années, Michel Onfray, vous avez fait tomber la cravate. Oui. Chez mes parents, il y avait une vision des choses qui était très simple. Il y avait l'intellectuel et le manuel. Le manuel travaillait, l'intellectuel ne travaillait pas. Mon frère était un manuel, donc il pouvait conduire les tracteurs, conduire une voiture, bricoler, etc. Et pour mon père, bon, ça c'était bien. Mais en face, il y avait l'intellectuel qui était alors là pour le coup une espèce de, pour le coup, d'extraterrestre. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc c'est effectivement quelque chose qui a duré
longtemps comme ça, et l'un de mes... Mon père parlait pas beaucoup, il est venu à un de mes cours à l'université populaire, et je sais que mon père a dit à mon frère, il faut voir ça. Il n'a dit que ça. Il ne me l'a pas dit à moi, il m'a rien dit, mais il a dit à mon frère, il faut voir ça. Mon père avait ce champ, possédait ce champ. Mon père est mort il y a quelques mois. Et n'a possédé que ça, 80 arts. C'est même pas un hectare dans son existence. C'est un lieu qui a été important parce qu'il a été ouvrier agricole, c'est-à-dire qu'il était salarié. Il était propriétaire de sa force de travail, mais de rien d'autre. C'est un prolétaire des champs. Et puis il avait ce petit bout de champ qui lui permettait de dire qu'il était propriétaire, mais 80 arts, c'est rien. Et on faisait là, enfin, mon père faisait là des pommes de terre. Et c'est le temps des moissons. On ne les a pas invités, mais ils passent tous là. Et c'est un grand moment dans l'année parce qu'ils jouent leur année, la totalité de leur année là-dessus. Donc on va les laisser passer. On a oublié ce qui était une évidence pour les gens qui étaient des paysans à l'époque. C'est-à-dire quelqu'un comme mon père qui est dans 21 était un contemporain de Virgile. Il connaissait la nature comme on connaissait la nature à l'époque de Virgile. Il ne m'a pas transmis ça plus que de raison, je dirais. Il m'a simplement donné des leçons brèves, même c'est même pas des leçons, c'est-à-dire que sur le pas de la porte, un soir, il m'a expliqué l'étoile polaire, il m'a expliqué grand ours, petit chariot, etc. M'expliquant que l'étoile polaire était la première levée, la dernière couchée, que c'était la plus lumineuse, qu'elle était toujours là, qu'elle était toujours présente. Des leçons de morale, en fait. On voit des choses renaître, vivre, mourir, on voit... Les jardins sont des leçons de philosophie. Sippo Matador, c'est une liane. Et elle grimpe sur les arbres parce qu'elle veut chercher la lumière. Elle veut chercher la canopée. Quand elle a traversé la forêt et qu'elle est à la canopée, elle jouit de la lumière. Et Nietzsche nous dit, mais c'est ça la volonté de puissance. Et nous sommes habités par ça. Et le maïs est habité par ça, et l'orge est habité par ça, et le blé qui est là est habité par ça, et l'arbre là, et l'arbre ici, etc. Et Nietzsche dit, sachez-le, désirez-le, voulez-le, aimez-le, et quand vous serez dans cette logique, amor fati, il dit aime ton destin, alors vous découvrirez la béatitude, la jouissance. Et c'est ce qu'il appelle être un surhomme. Ça fait longtemps que je pense j'allais dire je pensais même que la vérité est dans une bibliothèque. Je pense que non, je pense que la vérité de la bibliothèque, c'est que la vérité du monde est dans le monde. Et ceux qui ne sortent pas de la bibliothèque et qui n'ont pas compris ça sont des gens qui ne comprendront jamais le monde, je pense. Donc, voilà. Il y a beaucoup de Université populaire d'Argentan. Ouais, Université populaire d'Argentan, chapiteau. Alors voilà les jardins dans lesquels voilà on les entre. jardins dans la ville et le chapiteau, tu vois. Et puis un petit marché sous le truc rayé là-bas. Ce chapiteau sert à d'autres choses? Non, uniquement pour vous. On l'a acheté parce qu'on savait que vous viendriez un jour. Pour l'Université populaire et pour des choses. Par exemple, on fait une journée Louise Michel le 12 juin. Ah, oui. Et puis en fait, c'était surtout un endroit dans lequel on devait faire un restaurant de réinsertion. Oui. Un endroit pour exposer des peintures, etc. Ça devait être 2 fois plus grand. Un endroit où justement ce qu'on va faire cet après-midi, on aurait dû pouvoir le faire. Donc c'est pas du tout ça. Et à l'intérieur, on se retrouve avec une espèce de cabane un peu effrayante. Et à l'époque, il voulait quand même 50 000 € pour sa cabane. Moi, je dis que ce soit vilain, c'est ça. C'est vilain, c'est vilain. Et c'est pas pratique du tout. On se connaît, nous. Ah oui, je connais, oui. Jean-Claude était à l'école avec moi. Bonjour. J'allais Le Chambois, ouais. À Chambois. il y en a ce connaît. D'accord. Bah 50 ans, un demi-siècle. Ah oui, c'est sûr. Bon, vous mangez avec nous? Oui, C'est prévu, hein? Voilà.
Mon père a toujours obéi. Sa rectitude était réelle, mais en même temps, elle était mentale aussi. S'il y avait une injustice, il y avait une injustice. Quand j'étais petit garçon, je lui disais, mais enfin, on n'a rien à manger, tu te fais exploiter, c'est insupportable. Pas petit garçon, plutôt adolescent. Et qu'il me disait, il y a pire que nous. Je dis, ouais, mais tu sais, papa, il y a pire que nous, il y a les morts au cimetière. Alors ça, c'est la fromagerie. Et dans la fromagerie Buquet, mon père a travaillé quelques mois, mais pas beaucoup. Moi, en revanche, j'y ai travaillé ici 2 saisons comme étudiant. Et alors, les camions arrivaient ici, faisaient un demi-tour ici, arrivaient en marche arrière à cet endroit. Et ils arrivaient à quai. Quand je suis arrivé ici, dans l'usine, donc d'abord, c'était saisonnier. C'est pas la même chose quand on entre ici en se disant « je travaille un mois ou 2 » que de se dire « j'arrive ici et c'est pour ma vie ». C'est le destin. Simplement, j'ai découvert l'enfer. On a un bidon qui arrive, il faut pousser, le bidon est versé, il en arrive un autre, on recommence. Il y a une espèce de tétanisation de la main, du poignet, du coude, du bras. Enfin, il y avait une espèce de souffrance. Je me souviens de quelqu'un qui avait une espèce de boule ici, parce que lui faisait le même geste depuis des années et que ça avait modifié son corps. Ça avait structuré une physiologie particulière, le travail ici. Les gens étaient des espèces d'objets dans cet endroit. Et puis un jour, j'ai tout arrêté. Je demandais l'autorisation d'aller manger parce qu'ils ne me donnaient pas l'autorisation d'aller manger. Et puis à un moment, j'arrête. Je sais plus quoi, dans le genre, vous emmerdez, j'ai pris mon truc, j'ai balancé ça, j'ai enlevé mon tablier et j'ai dit, je m'en vais. Et j'ai vu là, l'usine arrêtée, et le regard, j'oublierai jamais ça, le regard des gens qui se disaient, il fait ce qu'on aimerait faire. Il a le loisir de faire ce qu'on ne pourra jamais faire. Je suis sorti, et là je me suis dit, je me suis promis que je n'oublierai jamais la détresse que j'ai vue dans le regard de ces gens-là, en me disant, souviens-toi toujours de ces gens qui ne peuvent pas faire avec ce contre-maître ce que toi tu as fait. Pathologiquement, je ne supporte pas le mensonge, l'injustice. Oui, je crois que c'est une viscéralité. Je pense que j'ai été confronté très tôt à l'injustice. J'étais chez des prêtres salésiens. Ce ne sont pas des jésuites. Hein. Les salésiens sont des gens qui ont le culte du travail manuel, et qui ont une espèce de détestation de l'intellectuel, et qui célèbrent le sport. Donc je me retrouve dans une pension où on me jette, quoi. Et ça s'appelle un orphelinat. C'est-à-dire, c'est un endroit où on met les enfants qui n'ont pas de parents. Et moi, ce sont mes parents qui me mettent dans un endroit où on met les enfants qui n'ont pas de parents. Ça a été dur longtemps, la vie, pour ma mère, parce que abandonnée, assistance publique, placée dans des familles où on l'exploite. Il y avait une espèce d'incapacité à être pour elle qui faisait que quand on a du mal avec soi, on a du mal avec ses enfants, bien sûr, donc avec son fils aîné. On comprend pas à 10 ans quand on est placé dans un endroit comme ça. Bon, et là, donc violence, brutalité, que des mecs, que des garçons. Quelques femmes parmi les profs, mais qui disparaissaient très vite, quoi. Donc ça sentait le curé, ça sentait la saleté, ça sentait la crasse, ça sentait le renfermé, le moisi. Il y a une espèce de paradoxe, j'avais un numéro de lingerie, mais je ne le savais pas, mais un numéro de lingerie qui était 490. Et quand on m'a donné ce numéro, j'ai cru qu'on m'appellerait plus jamais par mon nom. Et que je ne serais jamais Michel Onfray. Et que là, on allait m'appeler 490. Et là, je me suis dit, bah voilà, quoi, je suis mort. Oui, je crois que le christianisme, c'est 20 siècles de catastrophes pour l'Occident. Sur la question du corps et sur la question de l'amour, on a une détestation du corps, des désirs, des plaisirs, des instincts, des pulsions dans le christianisme, qui est une catastrophe. Ça a fabriqué l'Occident dans lequel nous vivons. Je veux dire, les 3 monothéismes ont quand même été l'occasion, ne serait-ce qu'au XXe siècle, de fabriquer pas mal de sang, de guerre. Et j'invite, et je conclus juste en une phrase, et j'invite à dire, il serait temps que nous soyons enfin athées. La dernière fois, j'étais ici pour l'enterrement de mon père. La première fois, c'était là-bas, les fonds baptismaux pour le baptême. Et entre deux, il y a eu la communion privée, la communion solennelle. Et puis quand j'étais petit garçon, je venais sonner les cloches ici, avec une dame que j'appelais Ding Dong. Je prenais la corde et la corde demande
tournait en même temps que les cloches, et puis j'étais, je sais pas, peut-être 1m50, 2 mètres du sol, et ça redescendait, je touchais par terre, et je repartais, et puis voilà, quoi. Et en même temps, il y avait la sonnerie de la cloche qui était absolument manuelle. Ici, dans cette église, on m'apprenait des choses qui ne me heurtaient pas. Aimer son prochain, pardonner les péchés, j'étais pas contre ça, moi, j'étais pas contre le fait qu'un enfant soit né entre un bœuf et un âne, et que son père se soit appelé Joseph et qu'il était charpentier. Crucifié, mort, pourquoi pas, ressuscité le 3e jour, alors là, ça commençait à être problématique, quoi. Et qu'après, il était là sans être là tout en étant là, et qu'il voyait qu'il... Alors ça, j'y adhérais de très loin, quoi. J'y adhérais comme j'adhérais au Père Noël. Comme un Normand, quoi, en disant... C'est par la suite que j'ai compris combien l'imposture était planétaire, combien elle était généralisée, combien elle était problématique, combien ça avait généré un corps, une pensée, une âme, enfin que les dégâts avaient été extrêmement importants. Mais je considère que chacun s'arrange comme il peut de sa vie, avec sa raison, comme il peut, et puis voilà. Je l'avais dit? Juste là-haut, les cloches qui sont dans le clocher. Là, c'est tête. Un des tic-tac. Là, un tic-tac. Le tic-tac, si j'ai bien compris, le tic-tac, c'est la pendule. Pendule? Et le ding-dong, c'est les cloches. J'ai dû dire que je n'avais pas eu d'enfant par amour des enfants. Et je voulais pas avoir à choisir entre le cynisme et une éducation inutile. Donc j'ai pas fait d'enfant. J'ai pas voulu d'enfant. Des coups jusqu'à 10 ans, 10 à 14 ans pension, 14 ans, 17 ans pension, 17 ans le bac, et je m'en vais, je quitte mes parents, on prend des distances. J'ai été fâché quelque temps avec mes parents. Il y a un moment où on fait la paix avec soi, où on fait la paix avec ses parents, et je pense qu'être adulte, c'est pouvoir pardonner à ses parents des choses qu'ils n'auraient probablement pas dû faire, mais qui ont été faites parce que, voilà, quoi, on fait pas bien quand on fait au quotidien. Et moi, je suis pas dans le ressentiment. Je suis dans la mémoire. Je n'oublie rien, ni le bien ni le mal qu'on m'a fait, mais je pense pas que je sois dans le ressentiment. Heureusement, ma femme ne boit pas. Donc j'ai double ration. J'ai pris double ration. T'as rien à manger? Vous n'avez rien à manger là? Si? 1, 2, 3, 1, 2. Elle veut pas être toujours être là-bas? Oui, d'accord. Alors, hop. Allez, finalement, c'est bon? Na zdrowie, szczęście, любовь, avec l'amour et la chance. Qu'est-ce que c'est qu'un hédonisme? L'hédonisme, ce serait la philosophie qui met le plaisir en son centre. Il y a une formule, elle me semble très brève et en même temps très synthétique pour dire ce qu'est l'hédonisme, elle est de Chamfort. Il dit « jouir et faire jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, le fondement de toute morale ». Qu'est-ce que je prends comme verre? Ils sont déjà là. Oui, c'est Jean-Marie. Jean-Marie. Alors, voilà.
Moi je cuisine tous les jours, donc ça fait plus de 30 ans. Marie-toi n'aime pas ça, moi j'aime ça. Il n'y a pas eu non plus comme ça de contrat officiellement signé disant moi je ferai ça, puis toi tu feras ça, mais ma compagne est plutôt jardin, elle. Et moi je trouve ça plutôt très bien. Il en reste? Je pense vraiment que les couples doivent être faits sur mesure et qu'on fait avec ce qu'on est. Vous n'étiez pas là dimanche, c'est des J'avais vacances? pensé qu'il y avait des tâches masculines ou des tâches féminines. Simplement, on considère que les hommes, c'est fait pour faire des choses durables, peinture, des livres, des cathédrales, l'histoire. Et puis les femmes, elles ne feraient que les choses qu'il faudrait refaire sans cesse. On fait à manger, puis il faut refaire à manger pour le repas suivant. Donc les femmes sont vouées à la répétition. Vous allez finir par être sur l'image. Et les hommes à la durée, à l'éternité. Je crois qu'il faut faire des choses là où on est bon, quoi. Si on est bon dans le bricolage, bricolons. Si on est bon dans la cuisine, cuisinons. Si on est bon dans le potager, potageons. Eh ben, il est là. Je me suis pas beaucoup trompé. J'ai jamais remis les pieds sur cet endroit. Un peu singulier parce que j'ai raconté dans La Raison gourmande comment une fraise prélevée dans le jardin de mon père avait été une expérience existentielle considérable, c'est-à-dire faisait chaud. Et j'avais pris une fraise dans le jardin et mon père me dit passe-la sous l'eau. Et puis il y a un jet d'eau glacée avec une espèce de pureté de l'eau. On met la fraise là-dessous, on coupe, on a de l'eau partout. La fraise est chaude de la journée de chaleur qui a été la sienne. Elle est fraîche parce que l'eau glacée saisit la surface et on a une espèce de chaud-froid, c'est-à-dire qu'en bouche, on a quelque chose de glacé quand on met dans la bouche, on écrase et d'un seul coup, il y a une pulpe chaude, c'est-à-dire il y a une espèce de quintessence de soleil, une espèce de mémoire du soleil, de la journée de soleil qu'il y a eu dans cette fraise, et d'un seul coup, il n'y avait pas la fraise, la conscience de la fraise, l'objet, l'appréhension intellectuelle de l'objet, etc. Il y avait simplement une conscience qui se trouvait fondue dans la fraise, qui était la fraise, je suis devenu la fraise, et ça a fondu en moi. Je suis devenu un parfum de fraise que je n'ai jamais oublié. L'hédonisme, c'était immanquablement l'égoïsme, l'individualisme, au sens célébration de l'ego, plutôt que célébration de l'individu. Et puis les commentaires du genre, oui, de toute façon, vous, pourvu que vous ayez votre tranche de foie gras et votre verre de sauterne, vous n'en avez rien à faire de la marche du monde. Donc je dis, mais non, moi je suis sur un terrain politique de gauche, parce que je pense que l'hédonisme doit être partagé. Ce vin que j'ai plaisir à boire, cette cuisine que j'ai plaisir à manger, je voudrais la partager avec vous. Je voudrais que vous aussi, vous puissiez y accéder. Et je fais des choses. Je crée une université populaire du goût pour partager ça, pour éduquer au goût. Et puis éventuellement dire, mais il vaut mieux parfois, quand on va 3 fois dans une mauvaise pizzeria, renoncer à 2 pizzas et pour avoir un bon repas dans un petit restaurant qui ne sera pas forcément gastronomique. Mais voilà, donc il y a une éducation au goût, une éducation sensorielle qui, à mon avis, est une dimension philosophique incarnée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme dans l'Antiquité, mener une vie philosophique. Dire, mais s'il y a du plaisir à manger, s'il y a du plaisir à avoir, partageons-le, fabriquons-le, construisons-le, rendons-le possible collectivement, ou fabriquons des communautés. Et les micro-communautés hédonistes que sont les repas pourraient être des modèles politiques. La table est un modèle politique. Les philosophes disent le temps, la vérité, l'éternité, l'histoire, la raison, la conscience, la liberté, tout ça, ça c'est de la philosophie. Quoi qu'on dise, on peut dire des bêtises sur la conscience, c'est plus intéressant pour la philosophie dominante que de dire des choses intelligentes sur le football, sur la cuisine, sur la gastronomie, sur la mode, sur je ne sais quoi. Donc je disais, il n'y a pas, et ça c'était très nietzschéen comme option, il n'y a pas des objets philosophiques et des objets qui ne le seraient pas, mais il n'y a que des traitements philosophiques de tous les objets possibles. Mais c'était pour moi une façon d'entrer en philosophie par effraction en disant mais on peut être superficiel par profondeur, pour utiliser l'expression de Nietzsche, c'est-à-dire dire mais c'est pas parce que je parle de l'alimentation de Nietzsche que je ne fais que restituer un menu. Les sens s'éduquent. Et la philosophie, ça sert à ça. Vous faites la cuisine? Oui, parce qu'on ne peut pas faire vraiment la théorie de cette chose-là si on ne la pratique pas véritablement. Et c'est nécessaire, je crois. Et quel genre de cuisine faites-vous? Tout, sauf la cervelle pour des questions de déontologie, mais... C'était très simple.
un gros groupe industriel m'a proposé d'animer un séminaire sur le goût un week-end et m'a proposé très exactement l'équivalent de mon salaire annuel pour faire ça. J'étais à mon salaire en mi-temps, j'étais dans un mi-temps. Et là j'ai dit non, j'ai eu un moment d'arrêt et on m'a dit par téléphone ça peut être plus. Je dis non, c'était déjà trop. C'est pour ça le Château Yquem, ça me fait une drôle d'impression. J'ai arrêté tout ça, tout ce cirque-là dans lequel on me proposait de tomber. On me proposait effectivement de devenir le philosophe. Le joyeux philosophe de l'hédonisme. Oui. Voilà, pour vous être agréable, on va nous servir une bouteille de Château Yquem. Merci d'avoir écrit ce point. C'est bien ce que tu fais, parce que déjà, il faut y aller franchement. Il y a des gens qui, pour couper un foie gras, font des mouvements comme ça. Non. En respirant bien la vanille, ça peut donner des effets hallucinogènes, donc je crois que je vais essayer un dessert. Un philosophe, une spécialité, on ferait le vin, la cuisine, la gastronomie, c'est très bien pour les journalistes. Donc je pouvais commenter les œufs de Pâques, je pouvais commenter le foie gras de Noël, je pouvais commenter l'arrivée des coquilles Saint-Jacques, je pouvais commenter le poulet bio ou je ne sais quoi. Et puis, c'était bien aussi pour les philosophes, qui se disaient, c'est très bien, ça, c'est un semi-philosophe, il n'est pas sur nos terres, on n'a pas de champ à partager dans cette aventure, qu'on le laisse sur ce créneau-là, il n'est pas gênant. Et là, je me suis dit, alors j'arrête, quoi. Michel Onfray. Quand vous parlez de Nietzsche matérialiste, il faudra quand même l'expliquer. C'est pas parce qu'il y a eu des modes et que vous avez été victime de ces modes et qu'il y a eu une mode marxiste-léniniste, que tout le monde a été communiste avant de devenir libéral bontin. Il y a des gens qui sont d'un côté de la barricade, où on trouve effectivement les rois, les puissants, les gens du jour. Ça change de roi, on trouve les mêmes. C'était Mitterrand, c'est aujourd'hui Sarkozy, ce sont toujours les mêmes conseillers qui conseillent. Solaire, ça a été grand, il est aujourd'hui futile, il est mondain, il dit tout et n'importe quoi, il défend aussi bien Debord que le pape. Donc il est sur toutes les positions et c'est difficile de le suivre. Et quand Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, répond dans un journal pour dames, l'Université populaire de Michel Onfray, vous en pensez quoi? Et qu'il dit, moi je suis courageux, je deviens ministre de l'Éducation nationale, et le serait-il un peu qu'il aurait travaillé de l'intérieur? Évidemment, je ne l'ai jamais dit. C'est sûrement le journaliste qui a fait ça. Non, mais oui, effectivement. Oui. Sans-moi le texte, effectivement. Vous ne pouvez pas dire que... Boris Cyrulnik parle de boxeur. Moi, je pense que Nietzsche a raison de dire qu'il faut philosopher au marteau. Philosopher au marteau. On découvre effectivement l'organisation d'une existence chez Freud qui est assez singulière. Une belle sœur avec laquelle il couche. Vous savez ce qu'a dit Freud que vous ne comprenez pas? C'est qu'il y a dans la souffrance des patients un savoir. C'est pas le médecin qui détient ce savoir. Il a bouleversé complètement la façon dont on écoutait jusqu'alors les malades. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous adoptez une attitude quelque peu stalinienne par rapport aux religions. Pourquoi? Nazi, vous pouvez faire nazi aussi. Non, attendez, je dis que je me battrai pour que vous puissiez être stalinien. D'accord. Donc, Alors vous avez une façon de balayer plusieurs millions de personnes qui est vraiment extraordinaire. Si je peux répondre. Vous citez des choses, mais vous citez de manière tronquée. Mais c'est systématique. Je cite de manière tronquée. Je peux prendre un autre exemple. Pareil, vous piquez des phrases comme ça de temps. Mais si. Il faut se méfier là-dessus. Je ne suis pas sûr que l'Église catholique ait aboli tous les textes de l'Inquisition. C'est des paroles de haine que j'entends là. Et je n'en peux plus. Vous êtes des prêcheurs de guerre et de non-réconciliation. Moi, je suis fils de pauvre et la philosophie m'a sauvé. Donc pour moi, c'est précieux. Il n'est pas question de dire la philosophie, c'est un jeu. Je crois plus à mes idées qu'aux gens. C'est-à-dire, j'ai une espèce d'idéal qui fait probablement de moi un psychorigide aussi. J'ai une éthique de conviction très, très sévère, très austère. Je crois vraiment qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas. Il y a des choses justes et des choses injustes. Et que je suis le plus gentil des garçons quand on vient pas me chercher. Tout ça pour vous dire que je fais du cinéma depuis, je ne veux pas vous dire mon âge, mais enfin depuis très longtemps, mais que le plus grand rôle de toute ma carrière, c'est ce film sur Colette, cette série sur Colette.
Je pense que dans une vie d'actrice, interpréter un personnage qui a existé, c'est une des aventures les plus troublantes. Les Clovis et Rigaud, non? Oui, oui. Non, là, c'est un truc dans l'esprit de ce qu'aimait Colette. Dans cette histoire. Ouais. Est-ce que là-bas, il y a un brûleur? Ouais, il y a une induction, justement. À la limite, je pourrais prêter Et est-ce que t'as pas un petit couscoussier? Je pense que t'as des fourchettes là-bas en bas, non, Arnaud? On peut mettre des cuillères pour l'entrée. On peut mettre 20... Je crois que t'as que des cuillères, non? Oui, parce que là, je le fais, c'est simple, c'est un peu tard. C'est une question que tu poserais, toi? Est-ce que la méchanceté, c'est bien? Bon, écoutez, on a 7 questions. Est-ce que les gens se respectent entre eux? Le mot floraison peut-il avoir d'autres sens? Pourquoi fleurissons-nous mentalement? Avons-nous de l'amitié envers la nature? Est-ce que la méchanceté, c'est bien? Pourquoi les hommes ont-ils choisi la méchanceté? Et combien y a-t-il de déforestation? Avons-nous de l'amitié envers la nature? Alors on va discuter de celle-là. C'est le monde tel qu'il est quand les hommes n'interviennent pas dessus. C'est comme la haie qui est là-bas, c'est nous qui l'avons plantée, c'est de la nature, mais c'est pas la pure de nature. Ici on est dans un jardin. Un jardin c'est créé par les hommes. Et toi tu dis c'est de la nature quand même. Oui. Dans la nature, si il y a une fleur et qu'on shoot dedans, on la fait exprès. Par contre, si on voit pas la fleur et qu'on marche dessus, on fait pas exprès. Toi, ta réponse à la question avons-nous de l'amitié envers la nature, ce que tu dis là, ça voudrait dire non. Non. Ben, moi, je dis que j'en ai. Toi, oui. Oui, j'en ai. Mais là, on fait le goûter. Comment? Comment on va le goûter? Dans 2 minutes. On donne encore la parole à Hugo, je vois qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il faut transmettre aux enfants, aux adolescents, prioritairement? L'existence de l'autre. L'existence de l'autre, l'idée qu'on n'est pas tout seul, que le monde n'est pas construit autour de soi, qu'on est en relation, que autrui existe à peu près autant que moi, dans une perspective éthique, remettre de l'éthique. Considérer que l'autre, c'est l'association de l'autre aussi, c'est-à-dire c'est la cité, c'est la société, c'est la communauté. On a été filmé pendant toute la journée. Toute la journée. Et puis même la dernière fois. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Lionel Jospin ne participera pas au 2e tour de l'élection présidentielle. À Caen, ce sont 12 000 personnes qui ont défilé. J'ai créé l'Université populaire en octobre 2002 parce que cette année-là, Le Pen était arrivé au second tour des présidentielles par la grâce du suffrage universel. Je me suis dit, plutôt que de râler, agissons, faisons, construisons, modestement. Il n'est pas question de dire, moi je vais changer les choses tout seul, mais il est simplement question de dire que quand il y a de la bêtise, et Le Pen c'est aussi de la bêtise, quand il y a du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, de la phallocratie, de la misogynie, etc., eh bien il faut combattre avec la culture, avec le savoir, avec l'intelligence. C'est le grand projet de Condorcet, le grand projet des Lumières qui consiste à dire que quand on propage les Lumières, on fait reculer les obscurités, les obscurantismes ou l'obscurité. Donc les religions, les sectes, les pensées débiles. Donc c'était une proposition qui consistait à dire le savoir est un pouvoir et le bon pouvoir c'est toujours un contre-pouvoir. Et ce public a répondu tout de suite présent. Depuis 3 semaines, ils sont plus de 350 fidèles à venir écouter, boire parfois les propos philosophiques. L'amphithéâtre vite trop petit, il a même fallu aménager le café qui lui fait face. Donc par la suite, on a continué, on a étoffé, on a une quinzaine aujourd'hui, 8 ans plus tard, de séminaires, d'enseignants, tous bénévoles, et on a ajouté de la psychanalyse, idées politiques, toujours idées féministes, art contemporain, du jazz. C'est un lieu de débat, de réflexion. C'est un lieu où on fait des propositions théoriques en disant aux gens, allez-y,
pensez, réfléchissez, la décision, elle vous appartient. C'est à vous de pouvoir décider si telle idée est intéressante, s'il faut la creuser, comment il faut se l'approprier, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'université populaire, si ce n'est de l'élitisme pour tous? Considérer qu'on ne va pas donner de la soupe, que c'est pas le marché qui fait la loi, parce que c'est ça la question de la politique aujourd'hui. Le marché fait la loi. Dans un théâtre, au cinéma, dans les journaux, dans l'édition. Aujourd'hui, on ne publie de choses que dans la mesure où elles sont susceptibles de dégager des bénéfices, pas parce qu'elles portent des idées. Pas parce qu'elles portent des idées, pas parce qu'elles défendent des visions du monde. Gâté. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci d'être là pour ce dernier cours de l'année, 170e cours depuis le début de l'université populaire. Oui, il y a un rituel. Il y a vraiment un rituel parce que je rentre dans cet endroit. J'ai mon assistante qui est là, qui a préparé 2-3 petits trucs, un petit machin chaud, des petits trucs là. Et puis à 5 heures, je rentre ici normalement. Je m'installe avec mon crayon rouge. Et alors là, j'ai la demi-heure pour moi. Donc je me remets tout ça en tête. D'où des petits trucs rouges là, qui font que la typo, c'est toujours le même caractère, c'est toujours le même corps, la même police de caractère, la même grosseur, la façon de souligner, la même marge. Il y a un moment où vers 6h moins 5, moins 10, c'est fini. Et alors je me remets comme ça les trucs en tête. Donc je me remets tout dans le... Voilà. Et montre en main, à moins 2, ici je sors. Je ne suis pas dans la psychopathologie, il n'y a pas de problème, je peux faire les choses indépendamment de... Mais le rituel m'apaise. Et Démocrite dit, mais ces poussières qui dansent et qu'on ne voit pas en temps normal font la preuve qu'effectivement il y a un monde invisible mais qui existe tout de même et qui est le monde des atomes. Atomos, impossible à couper. L'atome, c'est ce qui fait que quand vous aurez tout coupé en deux, il y a un moment où c'est insécable. Et vous avez une unité de base qui est l'atome. Et Démocrite dit, il n'y a que des atomes. Des atomes ronds, des atomes carrés, des atomes crochus. C'est de là que ça vient. C'est-à-dire des atomes qui sont capables de s'accrocher. Et quand on a des atomes crochus, on est capable de s'entendre. Mais tout est matière, tout est atome, tout est agencement atomique dans du vide. Et donc la parole, c'est de la matière. Là, je persiste à le redire, mais je travaille, les gens savent que j'ai travaillé, que j'ai derrière moi des fiches, des notes de lecture, des heures et des heures et des heures et des heures de travail, et que je suis censé être là pour répondre aux questions qu'on me pose. L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire que je peux vous parler de cette table que vous voyez, mais je peux aussi vous parler de la table en général. Et si on est dans un désert et que je vous parle de table, vous n'avez pas besoin de voir la matérialité d'une table pour savoir ce qu'est une table. L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Après, ça vaut ce que ça vaut, réussi, pas réussi, je sais pas, mais en revanche, il y a des moments de grâce. Il y a des qualités de silence. Il y a des espèces de tensions comme ça, et dont on sait très bien, une espèce d'écho. Je suis légèrement décalé avec moi-même, je parle, j'entends ce que je dis, je vois l'effet produit. Il y a un truc un peu... une espèce de mise en abîme un peu inquiétante là aussi. Et en même temps, on se dit, il faut que ça crée un devoir. Ça ne n'ouvre pas des droits. Il faut respecter le moment de grâce. Il ne faut pas s'en servir à des fins de manipulation, quoi. Il y a tout. Il y a tout. Des gens qui viennent de partout, des jeunes, des vieux. Et c'est très bien. On a aussi des ennemis, des gens qui viennent pour pouvoir dire que je suis un pauvre type, un menteur, un affabulateur, que je dis n'importe quoi, que j'ai pas travaillé, que je suis démagogue, que je suis populiste, enfin toutes ces choses-là. Il y a aussi ça dans la salle. Et on voit bien quand les gens sourient, ça dépend de la façon qu'ils ont de réagir à tel propos. Et puis on en a qui sont là comme ça, puis ils ne rient pas, qui sont là dans le genre, je le hais celui-là. Ou... Il y a aussi ça dans le public, à l'évidence. Ou des femmes de médecins qui pourront dire qu'elles vont faire de la philosophie à l'université populaire parce que c'est un événement mondain, bourgeois, il y a tout ça. Et c'est très bien qu'on ne puisse pas en faire la sociologie. Et puis il y a aussi, et c'est ça à mon avis qui est le plus important, des gens silencieux, discrets, qui ne disent rien, et qui quand le cours est terminé, s'en vont de part et d'autre, ou là-haut, et puis ne disent rien. Torse nu, vous ne m'aurez pas.
Je pense que la résistance au libéralisme, elle ne se fait pas par une révolution de type marxiste. J'ai toujours été anti-marxiste, je n'ai jamais été communiste, et je suis dans des perspectives de socialisme libertaire, en disant faisons partout où nous sommes des micro-résistances. Le microcrédit, je trouve que c'est une excellente chose. Et il y a plein d'occasions de micro-résistance qui sont autant d'occasions, j'appelle ça le principe de Gulliver, avec une multiplicité de liens, d'entraver un géant qui sinon ne peut pas s'entraver. Et je trouve que ces opérations-là sont des occasions de faire de la politique autrement. Et je fais de la politique autrement. Centimes, tu le mets là. Ah oui, d'accord. Oui. Chaque doigt représente 1 euro. J'ai dépensé 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Donc il me reste 6. Voilà, les doigts ouverts qui me restent, c'est 6, donc 6 euros. Sur les 10 euros, j'ai dépensé 4 et il me reste 6. Maintenant, sur 10 euros, on reste toujours sur la base de 10 euros. Sur 10 euros, j'ai dépensé 7 euros. Donc on a dépensé 7 euros. Oui. Donc cette somme-là, plus de là, ça fait 3. Voilà, les doigts qui sont restés ouverts. Qui sont ouverts, c'est les euros qui nous restent. Voilà. On va faire barre là, vendre un petit peu moins en même temps. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand fleur. Oh si quand même. Si. Ça va venir. Mon ami Jean-Luc Tabès a été mis à la porte de l'entreprise dans laquelle il a travaillé pendant plus d'un quart de siècle. Délocalisation, comme on dit pudiquement. Et Jean-Luc s'est retrouvé, non pas dans le jardin de réinsertion, mais à réinsérer les gens en réinsertion. Et donc c'est devenu un lieu dynamique. Moi je vais vous donner 10 parce que j'ai pas de main. Ouais, d'accord. Oh, excusez-moi. Vous avez la carte de cette année? Oui. Oui, c'est la première année pour bien. Oui, vous aviez pris des plans ou... Non, pas du tout. On n'a rien. On n'a plus de jardin. On se moque de personne ici. Si on ne sait pas lire, on ne sait pas lire. Si on ne sait pas écrire, on ne sait pas écrire. C'est pas grave. Simplement, on apprend des choses et puis on l'apprend concrètement. Mais donc c'est aussi ça la réinsertion. C'est l'idée de pouvoir se faire commerçant quelques heures après avoir pu se faire jardinier quelques temps. C'est plutôt pas mal, je dirais, pour des gens qui souvent ont perdu l'estime d'eux-mêmes depuis longtemps. Moi c'est bon. Ah oui, il a fait bon. Tu bois pas d'eau, toi, Robert? Des coups d'eau? J'ai les pailliers. Donc le jardin est ce lieu-là, une espèce de petit phalanstère, pas fourriériste, mais enfin un petit endroit dans lequel on se dit, voilà une micro-société dans laquelle les gens essaient d'être ensemble, de retrouver le goût à la vie et le goût à être. On essaie de faire de telle sorte qu'au-delà de la droite et de la gauche, des bourgeois et des chômeurs de longue durée, des gens cultivés, des gens qui ne le sont pas, au-delà de tout ça, tout le monde puisse se retrouver sur des projets communs. Et puis, il y a, pas bien loin d'ici, une épicerie sociale. Et dans cette épicerie sociale, on donnait des paniers de légumes à des gens qui ne les prenaient pas parce qu'ils ne savent pas les cuisiner. Donc, ils préféraient les conserves, le surgelé, des choses pas extraordinaires, d'un point de vue diététique, d'un point de vue hédoniste aussi. Il y a une vie après les nouilles, je dirais. Donc, quand j'ai dit à Jean-Luc, on va leur donner des cours de cuisine comme on donne des cours à Caen, après tout, pourquoi pas faire la même chose ici, mais avec le goût. Et donc c'est devenu une aventure un peu extraordinaire parce que tout le monde s'y est mis. La municipalité nous a donné une deuxième partie de terrain et puis on a fait les universités populaires, on a fait venir des grands chefs, on a fait venir des écrivains, des musiciens, des concerts. Merci infiniment pour l'Université populaire du goût d'Argentan. Mathieu Gare, et là je te donne la moitié. C'est pour le dessert. Bonsoir tout le monde. Je la connais pas moi. Ah non, je pense pas, non. Oui, je pense que tu l'as... Enfin, t'as peut-être fait signer un truc une fois, mais... D'avoir également ce soir Alain Dutournier, le magicien et sorcier du Carré des Feuillants, 2 étoiles à Paris. Et je vais évidemment laisser ma place à Perico parce qu'il en sait beaucoup plus que moi encore sur le sud-ouest. Donc c'est un hommage que l'on rend à la mémoire de Colette que d'avoir ces écrevisses que l'on dégustait dans ses ouvrages. Elle parle de buissons d'écrevisses. Donc on va mettre un peu de piment d'Espelette.
généreusement, parce que là, c'est vraiment l'or du soleil, là. Donc j'ai commencé à faire réduire, mais je suis en train de découvrir le fonctionnement merveilleux de l'induction. Voilà. « 20 centilitres de cette merveilleuse crème où on parle plus de fleurettes, de crème double de... C'est-à-dire qu'on voilà, on malaxe les gambas, qu'elles s'imprègnent du piment d'Espelette, pour leur donner un peu de relief. Moi, je vais faire une petite leçon d'énologie. Pourquoi est-ce qu'on tient le verre comme ça? Merci. Bon, alors je vois que vous ne venez pas. C'est pour ne pas sentir l'odeur des doigts. Parce que vos doigts, ils sentent toujours quelque chose. Vos clés, l'argent, votre femme, les choses que vous avez tripotées. Et pour bien sentir... Et la volaille, on va la découper environ en 16 morceaux, c'est-à-dire chaque membre en 4. Les premiers rangs, ensuite on remplacera, hein, les gens derrière viendront devant pour pouvoir percevoir les arômes. Comme dit Michel Onfray, et les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Non, je crois que c'est Jésus qui a dit ça, excusez-moi, c'est pas Michel Onfray. Oh, c'est un festival. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il emporte entre le champignon, l'écrevisse, La recette a été rédigée par Alain Dutournier lui-même de sa main. C'est exactement celle que vous avez vu réaliser ce soir. Et vous pourrez la reproduire chez vous. Alors, il met pour 10 personnes de façon à ce que vous puissiez subdiviser les rations en fonction du nombre de convives par 4 ou par 2, et vous avez le nombre de convives. Oui, et donc puis 8, chez nous, quand c'est 10, il y a toujours la part du pauvre. Donc quand c'est 10, c'est 12 ou 15. C'est 10, 12 ou 15. C'est ma maman. La rivière, ça faisait un grand fossé anti-char, même anti-char, parce que il n'y avait pas assez de largeur. Alors, un char qui tombait là-dedans, il restait coincé, il ne pouvait pas arriver à remonter. Hein. Alors tout s'est amassé sur la rivière. Hein. Tout le long, il y avait juste le pont là qui était possible pour partir, et le fameux guet de Moissy, qui l'ont appelé le couloir de la mort. Il y a quelque chose d'assez constitutif de mon être, c'est l'âge de mon père quand je suis arrivé au monde. C'est-à-dire j'avais un vieux papa qui m'a eu quand j'avais 37 ans. Alors à propos de père, évidemment la transition là, est facile. Dieu sait qu'il y a des beaux textes dans votre livre, mais alors le plus beau, parce que là ça c'est un vrai chef-d'œuvre. Je crois que c'est une des plus belles pages qui ont jamais été écrites sur un père. C'est ces 12 pages qui s'appellent Le corps de mon père. Ça c'est absolument magnifique. Mais vraiment c'est d'une beauté, d'une force. J'ai eu très tôt peur de perdre mon père. Je me suis dit, il est vieux, donc il va mourir. Et ça a été mon angoisse pendant toute ma vie, pendant toute sa vie. Mon papa est mort là. On avait dîné ensemble, on avait bu du champagne, on avait mangé, il y avait des amis. J'ai raccompagné mon père. On avait une histoire d'amour avec l'étoile polaire, mon père et moi, et donc on se retrouve sur cette place-là. Il me dit, il faut que je me mouche, s'arrête. Il se mouche. Pendant qu'il se mouche, je le tiens par le bras, je regarde le ciel, notre étoile polaire, je ne vois pas l'étoile polaire. Le ciel est couvert, je lui dis, on ne verra pas l'étoile polaire ce soir. Il lève la tête, il regarde, il me dit, non, le ciel est couvert ce soir. Il est mort. Dans mes bras, en me disant ça, après m'avoir dit ça. Si je suis épicurien, si je crois à l'amitié épicurienne, si je crois à l'hédonisme, si je crois au matérialisme philosophique, si je crois à l'éducation en termes de philosophie, à la transmission, à la communauté, etc., etc., et que je n'en fais rien dans ma vie, à quoi ça sert? Donc si je suis épicurien, alors il faut quelque chose qui s'appellera l'Université populaire de Caen, quelque chose qui s'appellera l'Université populaire du goût d'Argentan, parce que j'essaie d'agir en fonction de mes pensées. Et là, pour le coup, c'est intéressant, parce que quand on agit, on voit comment le réel résiste.
Et si on fait un mouvement de retour, c'est-à-dire on a des belles idées, on se dit on va les incarner, on voit que le réel c'est pas facile, et on se dit mais bon, si le réel n'est pas facile avec moi, il est avec personne, ça doit produire quel type d'effet sur la théorie à nouveau. Et puis on refait une pratique, c'est-à-dire ce mouvement théorie-pratique, c'est-à-dire conviction-responsabilité, pensée, action, etc. Ça me semble être la dynamique ou la dialectique du philosophe, c'est-à-dire produire des effets dans son réel. Amen.